Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S504 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 octobre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Éric Bouvet pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui te connaît bien, Éric, et qui compte beaucoup dans ton parcours de photographe. Il s'agit d'Alain Genestar, le directeur de Polka Magazine. Il retient deux adjectifs qui caractérisent ton travail et ta personnalité. On l'écoute. Que dire d'Éric? C'est un très bon photographe, ça, tout le monde le sait, ça se voit, puis il est décoré, donc c'est un très bon photographe. C'est un très bon ami, bon, plus intime, mais voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié et en collaboration. C'est aussi un rouge-péteur qui est jamais content, mais ça aussi c'est très connu. Bref, on peut décliner comme ça avec pas mal d'adjectifs. Moi, j'en ai choisi deux qui sont peut-être moins évidents, quoique le premier aussi est assez évident. C'est de dire qu'Éric est très exigeant. Il a une exigence, mais qui est une forme de ténacité qui va très loin. Il peut même se faire mal pour aller vers une perfection, vers le meilleur. Quand je dis se faire mal, il va se mettre en cause, se mettre même mal à l'aise pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses histoires, quoi. C'est son côté jamais content, mais c'est très positif parce qu'il veut toujours ramener le meilleur. Et dans un moment aujourd'hui qui est difficile pour la profession, eh bien, il continue et il utilise magnifiquement tous les réseaux sociaux, toutes les technologies d'aujourd'hui. Il est très bon sur Instagram, ses sonoramas, notamment sur l'Ukraine, sont très très bons. Donc, exigeant pour arriver à cette perfection. L'autre adjectif, c'est un photographe engagé. Et là, je ne parle pas de politique. Quoique ce serait bien, on pourrait aussi parler de politique, mais c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire. Il est engagé parce qu'il est engagé dans la photographie. Il y a des moines soldats, je ne sais pas si c'est un moine photographe, il se sent habité par le besoin d'aller voir pendant le Covid, quand on ne peut pas sortir, ce besoin d'aller voir en Ukraine quand il a des difficultés à trouver des magazines. Il a trouvé Polka, mais il aurait pu en trouver d'autres pour repartir. Mais voilà, il veut y aller. Et je dis ça pour pouvoir terminer sur une note qui pour moi est extrêmement positive. Éric Bouvet, ce photographe qui veut toujours aller voir, est pour moi un grand photographe de devoir. Quel témoignage, une fois de plus. Éric, tu te sens comme un moine photographe, c'est ça? Je sais pas, mais bon, ça fait beaucoup d'éloges déjà. Non, je suis très touché. Merci Alain. Non, tout ça est émouvant. J'ai l'impression que je suis déjà mort. Qu'on fait, Non, que t'es les bien gens qui vivant, t'es parlent. bien avec nous là. Bon, ça aurait été bien que vous trouviez des gens qui aient des choses pas sympathiques à dire. J'aurais pu parler plus facilement. Ça va peut-être venir. C'est pas forcément sympathique. Ce qu'il dit, c'est juste, par contre, parce qu'il parle aussi de ton caractère. Donc, bon, on a évoqué le côté Droupi tout à l'heure aussi. Jean-François Leroy l'a cité aussi. Mais c'est une légende, c'est pas vrai. Mais non, mais oui, c'est à moitié vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que je râle sur moi-même. Je râle sur le travail. Je râle beaucoup là-dessus, oui, parce que c'est vrai, je suis assez insatisfait parce que je sais que je peux faire mieux, parce que je sais que sur place, j'aurais pu faire mieux. Parce que, alors, évidemment, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour multiples raisons. Pour des raisons techniques, pour des raisons de santé, pour des raisons qu'on m'a dit interdites, ou parce que, tout simplement, je n'ai pas été bon à ce moment-là. Mais c'est quoi ça? Tu le sais le soir même quand tu regardes tes photos ou sur le moment même, une fois que tu as pris la photo? Bien sûr que tu le sais sur le moment. Tu sais sur le moment ce que tu vis et ce qu'on t'empêche de faire. Par exemple, on me dit ouais, c'est interdit de faire les photos là. Voilà, t'es coincé. Non, mais moi, je suis beaucoup plus heureux dans ma tête que je ne le laisse montrer extérieurement, c'est sûr. Et puis bon, j'ai un peu une gueule de bagnard. Je suis pas un type dans la rue, comme m'a dit ma fille, je te croise sur un trottoir, je change de trottoir. Bon, elle était plus petite quand elle a dit ça. Alors, tu as une très longue carrière finalement avec la presse. Aujourd'hui, maintenant, tu te sens autant journaliste que photographe? Oui, mais encore une fois, ça, c'est pas à moi de me qualifier. Je prends du plaisir, on l'a cité tout à l'heure, à faire toute forme de photographie. Vraiment, c'est une recherche permanente, hein. Encore une fois, la photographie, c'est une quête et on n'arrivera jamais au bout, on touchera jamais au but. Enfin, en tout cas, moi, je sais que
Alors, j'ai des formules à l'emporte-pièce comme ça, quand je dis qu'un photographe heureux est un mauvais photographe. Bon, évidemment, c'est peut-être exagéré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si tu es content de tes photos, c'est que tu n'as pas besoin d'aller plus loin, quoi. Ça y est, c'est fait. Non, je pense qu'il faut cravacher. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un boulot d'un engagement total. Il y en a beaucoup qui me disent « Vous avez de la chance, vous vivez de votre passion ». Je dis déjà, j'en vivrai pas vraiment très bien, si je peux me permettre. J'ai vécu, mais aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Et puis, c'est pas une passion. Je suis pas en train de jouer à la pétanque ou de faire du macramé, quoi. J'y laisse ma santé physique, ma santé morale, j'y laisse des plumes. Et puis, alors après, je suis pas à plaindre. Parce que tout simplement, personne ne peut forcer. Je crois que c'est le seul cas en journalisme où une direction n'a pas le droit d'imposer un sujet à un journaliste, c'est de l'envoyer sur un conflit. Je crois que c'est le seul cas. Il faudrait vérifier, mais j'ai cru lire ça une fois. Donc, personne ne me force à y aller. Personne ne me force à voir ces horreurs, ces tueries, ces tortures et toute la clique. Bon. Non, mais sinon, ça va bien. Sinon, ton histoire avec la presse, évidemment, elle est compliquée, comme pour beaucoup de photojournalistes aujourd'hui, mais elle continue en pointillé. Tu as pu repartir quand même. Tu as publié dans Polka récemment. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce que tu arrives quand même à avoir 2-3 petits contrats par-ci, par-là? Il y a 5 ans, plus rien. Ça c'est pas venu d'un coup, mais vraiment, ça diminuait. J'avais plus que 2-3 clients. Puis, il y a 5 ans, plus rien. C'était, je crois, Mossoul pour le Figaro Magazine, où je suis parti très peu de temps et ils ne m'ont pas donné la possibilité de rester plus longtemps parce que pour question de sécurité, d'assurance, tout le bazar. Et moi, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu rester par moi. Bref, j'ai été complètement déçu parce que j'aurais bien voulu travailler plus longtemps. Ça, c'était la dernière fois. Et depuis, plus rien. Plus rien. J'ai beau proposer des sujets, j'ai beau en présenter, plus rien. Donc, je peux vous dire que quand vous avez quand même eu la chance de travailler pour les plus grands magazines internationaux, d'être en permanence dans des avions, de couvrir des événements de dingue dans tous les sens, et qu'il n'y a plus rien, la chute, elle est dure. Donc, les gens, ils me disent, là, quand ils m'ont vu pendant cette période, qu'ils me disent « Ouais, tu râles », écoutez, les gars, moi, je veux bien, mais quand vous êtes en haut et que vous vous retrouvez tout en bas et que vous ne pouvez plus bouffer, que vous avez pointé au chomage, je n'ai pas de quoi être heureux. Hein. Et tu arrives à te l'expliquer? Pourquoi? Non, alors je vais finir là-dessus, c'est que j'ai été effectivement très en colère contre le système, contre évidemment tous ces rédacteurs en chef photo avec qui j'avais une relation honnête de travail, plus ou moins amicale, mais on n'avait jamais dîné ensemble, voilà. Et plus rien, donc c'était incompréhensible. Donc je me suis vraiment rendu malade pendant 2 ans, ça a été assez dur. Et du coup, je me suis sorti de tout ça. J'ai fait un petit travail dans ma tête, comme on dit. Et je me suis dit, OK, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. J'attends plus rien. Je sais très bien que ça ne reviendra jamais. La meilleure des preuves, c'est que quand j'étais en Ukraine, par moment, je ne citerai pas le titre, c'était un des titres, les 3 titres avec lesquels je travaillais. Ils avaient plus de photographe. Le journaliste était là, j'étais dans l'hôtel avec lui. Ils ont quand même fait revenir un photographe de Paris avec le temps que ça prend, les frais supplémentaires, alors que ça prenait plus de 3 jours, alors que j'étais là. Ils savaient, j'avais proposé, et puis je proposais des idées de sujets. J'ai envoyé des trucs exclusifs en Ukraine. Ça n'a aucun sens, quoi. J'ai pas vendu un quart de page. La seule publication presse que j'ai eue, c'est Polka, parce qu'on a eu un accord au départ, tout début, c'est eux qui m'ont aidé à partir, mais c'est la seule publication presse que j'ai eue. Avec une couverture mémorable, si je peux me permettre, et magnifique. Merci. Donc que dire? Dernière chose là-dessus, le confinement, on est en plein milieu de ma chute, là. Tout le confinement, je pense, le photographe qui a le plus bossé sur le confinement. J'ai fait 9 sujets, et divers et variés, hein. Ça allait des voisins à Paris vide, aux 100 km, les services de réanimation, bref. J'ai vendu un quart de page aux Échos. Parce que Thierry Menot, qui est le rédacteur chef photo, il a trouvé ça intéressant de passer une image en noir et blanc à la chambre. Voilà. C'est tout ce que j'ai vendu sur ces 9 sujets pendant les 2 ans de confinement.
Après, tu t'es pas arrêté pour autant et c'est ce qu'on va voir aussi puisque tu as inventé, entre guillemets, d'autres formes d'écriture qui te permettent de t'exprimer et de faire vivre un peu ton travail. Ouh là là, non, j'ai rien inventé du tout. Moi, j'ai fait que reprendre ce qui existe. Mais si, Comme nous. Finalement, en 40 ans de carrière, malgré ce que tu nous transmets là, tu sembles quand même ne jamais renoncer. Et dans un contexte économique délicat, tu parviens à trouver une nouvelle forme d'écriture. Alain Genestar le mentionnait dans son intervention, tes sonoramas partagés depuis l'Ukraine ont littéralement cartonné sur Instagram. Amaury Metz de la Roque, le rédacteur en chef de CIDJ.com, à l'origine de ce format innovant, nous explique en quoi il consiste. On l'écoute. Le sonorama, c'est quoi? Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes, donc c'est quand même beaucoup de montage et tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Quand vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle, en fait, de reporter. Toute la symbolique est là. Ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro, ils parlent face caméra et ils racontent ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la distance qui est celle du journaliste. Et Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il fait les pires terrains de conflit du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui sait ce que c'est que l'attente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, et en même temps qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre. Alors, de l'audio qui finalement accompagne une photo, c'est parce que dans certains cas, l'image en elle-même ne permet pas de tout raconter? Oui, alors, avant toute chose, Amaury est quelqu'un d'extrêmement brillant et je suis très heureux d'avoir collaboré avec lui là-dessus. C'est lui qui a eu cette idée quand je suis parti, puisqu'on avait fait déjà un peu un test sur la grande fresque sur les Français. Et donc, il a rebondi là-dessus. Il m'a dit, écoute, pourquoi on ne ferait pas ça sur l'Ukraine? Donc, c'était un petit peu un journal de bord. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que, surtout en en réécoutant quelques-uns après, parce que sur le moment, je ne me rendais pas trop compte, comme on se parle là, parfois, je peux dire des choses, après, je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça, mais bon, c'est comme ça. C'est juste que la voix, c'est quelque chose de très intime. Et donc, comme c'était à chaud, tout simplement, c'est que je rentrais le soir et donc ce que j'avais vécu dans la journée, des moments de peine ou des moments d'effroi, des moments de colère, et donc je retransmettais tout ça cash. Et Amaury récupérait tout ça le soir avec l'interview. Je lui envoyais les photos, donc je passais quand même quelques heures là-dessus. Il me renvoyait pour que je valide ou pour qu'on discute du titre ou de s'il mettre telle photo ou pas, bref. Donc en général, on finissait vers minuit, 1h du matin, et c'était un rythme affolant. Et comme évidemment la journée était quand même compliquée, très difficile, alors encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais ça a été un très gros travail. Et on a eu froid. On a eu froid. Tout a été difficile, compliqué. Et beaucoup de... Je ne devrais pas employer ce mot-là. De compétition, puisque je suis plus compétitif dans la presse, n'est-ce pas? Mais c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois les images des autres, ce qu'ils font dans la journée. Et pour certains, même avant la fin de la journée, tu vois, ça défile sur Instagram. Et tu te dis, putain, mais il était super bon, mais il était où? Et moi, je suis encore à la ramasse, je suis pas au bon endroit. Donc, il y avait cette espèce de truc dans lequel il fallait absolument que je m'échappe, parce que sinon, je devenais fou. Déjà que j'étais fatigué de la journée, du vécu, du travail, du climat, des horreurs qu'on pouvait voir, du stress ambiant, parce que de temps en temps, ça tombait quand même un petit peu à droite à gauche, surtout quand on allait un peu plus loin sur l'Est. Donc, ça a été épuisant. Au début de l'émission, tu parlais de la part de subjectivité importante, de plus en plus importante d'ailleurs dans le travail des photoreporters.
Toi, on sent toute cette émotion-là dans ta voix, au travers de tes témoignages dans les sonoramas. Est-ce que tu assumes finalement maintenant cette évolution du métier? Ouais, c'était c'était compliqué. Fallait que je m'échappe de ce tourbillon médiatique, de toute cette presse. Et quand nous sommes tous retrouvés au pont d'Irpine, ça a été infernal. Tellement, je ne sais pas combien de centaines de photographes. Je crois qu'il paraît qu'on était 2000. Enfin bon, ça me semble beaucoup, peut-être 2000, ça paraît. 2000 journalistes, je pense plutôt. Wow. Mais oui, moi j'ai passé mon temps des fois à cadrer en fonction de ne pas avoir un journaliste dans le champ. D'ailleurs, j'ai bousculé Natchway, le pauvre, qui a quand même. James Natchway? Oui, la légende vivante. T'as bousculé? Je lui ai rentré dedans. Je lui ai mis une patate et je suis parti. Non. Ça faisait déjà 3 quarts d'heure que je glandais dans un endroit au pont où j'étais gelé. Et puis au moment où se passe le truc, il y a Jim qui arrive et qui se pointe devant. Et je sors de mon truc et je lui aboie dessus. Et donc là, évidemment, il y a tous ces gardes du corps, photographes américains qui l'idolâtrent à fond. Alors, excusez-moi, les petits gars, mais moi, Jim, je le connais depuis 40 ans. Hein, il ne doit pas t'en vouloir, il a dû te reconnaître. Non, alors donc, les gars me regardaient avec des yeux. Bon, Jim s'est foutu devant, il n'a pas fait attention. C'est vrai que c'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui qui regarde plus où il met ses pieds. Très logiquement, hein, c'était un scabreux et tout, et il n'a pas regardé. J'ai ce gros défaut. C'est ça qui m'irrite. C'est moi, pourquoi je râle là? C'est que quand je vais faire une image, quand je vois quelque chose, avant d'aller faire mon image, pour vous dire comment alors j'y vais, hein, comment je suis con, hein, c'est que je regarde si je vais pas être dans le champ de quelqu'un. Est-ce que c'est pas juste la conscience professionnelle? Non, ça, il y en a pas. Et la plupart des gens s'en foutent. Ils s'en rendent pas compte. Donc, mais vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est par rapport à quand j'ai commencé à l'Élysée, ça. Voilà. En 81, on se met pas devant quelqu'un d'autre. Tu voulais pas gêner de pardon, et après tu bouscules Natchway finalement. Voilà, enfin, bon, je l'ai pas bousculé, je suis arrivé, je lui ai quand même sorti 2-3 mots bien salaces, et après je suis allé m'excuser parce qu'évidemment ça se fait pas de... Mais qu'importe, je veux dire, c'était d'éviter le nombre de journalistes, et ça c'était insupportable. Alors quand même, tu vois, ces sonoramas que tu as produits et diffusés, ils ont rencontré un succès incroyable sur Instagram, sur Facebook, et finalement, ils t'ont permis de te démarquer, parce qu'il y avait énormément de contenu et d'images qui circulaient à ce moment-là. Du coup, c'est quoi là maintenant ton rapport finalement aux réseaux sociaux? Donc, tu fais des choses sur Instagram, sur Facebook. Enfin, comment tu gères tout ça finalement? C'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que je voudrais bien plus avoir à le gérer, ça me donnerait plus de temps pour lire. Ah bon, vous me direz, j'ai qu'à faire moins de sport et lire un peu plus. Non, d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci, ou alors monsieur. écoute des podcasts sur le vélo, c'est pas mal aussi. Donc, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai énormément de gens qui me posent des questions avec des axes différents. Donc, j'essaye de répondre à tout le monde. Il m'arrive d'avoir aussi des fois des gens qui sont très désagréables, des trolls, des nationalistes, des gens qui remettent tout en question, des gens qui savent tout, enfin bref. Donc ça, j'essaye de les gérer aussi, et c'est un petit boulot qui est un petit peu fatigant, qui n'est pas toujours très agréable à faire. Mais sinon, alors par contre, ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit auparavant, moi, je n'ai plus aucun revenu avec la presse, mais par contre, c'est les réseaux sociaux qui me font vivre. Comment du coup? C'est donc Facebook et Instagram. Eh bien, c'est par ce biais que, donc, je vais revenir sur les sonoramas, mais sinon, dans la vie de tous les jours ici à Paris, c'est quand je veux faire un workshop, et ben, voilà, je lance la date et les gens s'inscrivent. Quand je fais un livre, les gens achètent. Quand je fais des tirages, les gens achètent. C'est via les réseaux. Et quand tu dis les gens, incroyable. C'est ta propre communauté du coup. Oui. Tu t'as fédéré une communauté maintenant que tu identifies. Non, je balance à tout le monde. Je balance sur mon mur et hop, attrape qui veut, qui peut. Et pour vous dire combien c'est assez étonnant. Je suis en Ukraine, donc nous faisons les sonoramas, et au milieu du parcours, au bout de je ne sais plus combien, presque 2 mois là, je dis
Voilà, je vous dis au revoir parce que, comme Giscard en 81, hop. Mémorable cet instant quand même, Oui. l'actualité a été. Et donc, voilà, je vous dis au revoir parce que j'ai plus de fonds, il va falloir que je rentre. Pof, on balance le truc et le matin, je me réveille, je me retrouve avec je ne sais combien de messages de gens qui me disent montez une cagnotte, on envoie des sous, où est-ce qu'on peut envoyer 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros. Et je me dis, mais c'est hallucinant. Et bien évidemment, c'était impossible d'avoir cet argent directement parce qu'il faut se mettre un petit peu à ma place. C'est que moi, je voyais des gens dans la misère. Je suis allé sur des immeubles qui étaient sur la ligne de front avec des gens qui ne pouvaient pas partir. Mm. Hein, des gens qui se tapaient des bombes au bout d'Irpine tout le temps, des gens qui mouraient là, et vous disiez, mais pourquoi vous partez pas? Et ils vous disaient tout simplement, mais pour partir où et comment? Donc vous imaginez bien que moi, recevoir de l'argent pour mon petit caprice, mon ego de journaliste de vouloir rester là, c'était pour moi inenvisageable. Pardon. Donc du coup, je suis rentré et on a lancé ce crowdfunding pour faire le journal des 40 ans. Et là, effectivement, j'ai reçu beaucoup d'argent, ce qui m'a permis de repartir, de payer tous les frais, de payer les frais de production de ce journal d'Ukraine et d'en garder un petit peu pour vivre, tout Et simplement. finalement, c'est un nouveau cercle qui a l'air assez vertueux. Bon, très fragile évidemment, pas pérenne, mais qui commence à toucher pas mal de photographes. Et ça permet quand même, toi, de persévérer, de mener ton activité. Alors, en tout cas, oui, ça a marché. Après, si vous voulez, ce que j'ai gardé, pour tout vous dire, c'est pas grand-chose et ça me fait pas vivre des mois. Donc, je peux pas faire un crowdfunding tous les 3 mois. Hein. C'est La vente de aussi. tirage un peu, non? Ça permet pas de... Oui, alors c'est pas un crowdfunding, c'est pas non Non, plus mais les mêmes tarifs. Hein, c'est ça, mais pour la vie de tous les jours, quoi. Parce que bon, Oui. Bah, de toute façon, oui, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la vente des livres et la vente de tirages. Mais la présence sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas une science exacte. Hein. On dépend des algorithmes, des machins, des bons vouloirs, des modes aussi. Actuellement, donc, tu fais des choses sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que tu as réfléchi peut-être à aller explorer d'autres plateformes? Je me dis finalement qu'avec les sonoramas vidéo, peut-être que ça matcherait bien sur TikTok pour s'adresser peut-être à un public plus jeune. J'ai déjà beaucoup à faire avec ces deux-là, avec les Instagram et Facebook, et aller sur d'autres choses. Ou alors, il me faut quelqu'un que je rémunère et qui s'occupe que de ça, quoi. ouais, parce qu'à un moment, il faut pas garder quand même du temps de cerveau disponible pour faire des photos, quoi, tout simplement. Parce que Et ça doit pomper beaucoup d'énergie, quoi. ouais, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un indépendant comme moi euh, passe peut-être 1% de son temps à faire des images. Tout le reste du temps, on est à la recherche, on gère. Moi, je passe mon temps là à faire des expos. Tiens, comme je vous ai dit tout à l'heure en arrivant, ce qui est assez incroyable, c'est que mon métier, c'est donc photographe. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je parle pas aujourd'hui même, mais dans la période, c'est que je gagne plus ma vie en parlant, en donnant des interviews, en inauguration, en faisant des diaporamas, des conférences, surtout. Je suis payé pour ça et je ne suis plus payé pour faire des images. Je vous rappelle, je suis photographe. Alors, Alain Genestar l'a souligné, tu es quelqu'un d'exigeant et tu portes un regard vraiment sans concession sur ton style photographique. Mais comme nous allons l'entendre, tout le monde ne partage pas ton avis, à commencer par Franck Portelance, qui apprécie particulièrement la manière dont tu parviens à mettre de l'ordre dans le plus grand des cas auxquels tu peux être confronté. On l'écoute. Eric a toujours eu un peu cet aspect-là de se dire oui, ma photo, bon, ok, ce sera une photo qui servira pour les livres d'histoire, mais quand je vois les autres, quand je vois les grands anciens qui ont développé le style classique de la photographie, il est toujours à se poser la question, mais est-ce que je leur arrive à la cheville? Et souvent, il me disait, et il me dit encore, moi, j'ai pas de style. Et ça, c'est quelque chose
Et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je pense que le syndrome le doute et le syndrome de l'imposteur ne lui permettront jamais de se défaire de cette difficulté. Je lui disais, mais si Eric, tu as un style photographique, il est reconnaissable entre tous. Moi, je le définis comme ça. C'est un des seuls photographes que je connaisse qui est capable de mettre de l'ordre dans le plus grand des chaos auxquels il est confronté. Ces photos arrivent à remettre en place toutes les pièces d'un puzzle à un endroit où tout est dispersé. Je pense que c'est son style, c'est le style des plus grands, c'est ce qu'on apprécie dans le travail d'un photographe, dans une seule image, pouvoir synthétiser plusieurs aspects du monde, comme un écrivain dans un paragraphe assez long arrive à donner des ambiances, des sentiments, des éclairages, des couleurs. Eric sait le faire. Finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait Depardon aussi sur les choix que tu es parvenu à faire au fur et à mesure. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Franck ? Mais je ne suis pas un magicien. C'est dommage, je voudrais bien. Mais oui, c'est très pareil, c'est adorable. Merci Franck. Non, tout simplement, je dis que j'ai été malheureux de ça. Par exemple, quand on regarde le travail d'un Stanley Green ou d'un Alain Keller, pour citer que des gens qui sont proches en période, ils sont toujours sur la même ligne. Ils ont un style qui est reconnaissable. Je ne parle pas de Cartier-Bresson. Donc, eux, ils ont un style reconnaissable. Moi, je me suis cherché et en fait, je me suis aperçu que peut-être que j'en aurais jamais. Et puis, en fait, c'est pas plus mal. Parce que tout simplement, c'est que ça m'a permis d'utiliser des outils très différents en matériel, des matériaux différents. Et du coup, de par cela, de pouvoir aller dans des situations ou dans des milieux totalement différents. Je cite par exemple la série doc que j'ai fait sur Sex Love. J'aurais pas pu le faire en news ou en 24-36 parce que c'est compliqué. J'arrive dans des milieux où la photo n'est pas forcément très bien vue, et puis les gens sont quand même dénudés. Enfin bref, c'est pareil. Quand je fais la série Peace, les gens de la Rainbow Family qui vivent dans la forêt, la photo est interdite. Donc comment j'y vais ? J'y vais avec une chambre grand format et avec du Polaroid, et je leur montre. Donc c'est des manières... c'est une certaine autre manière de voir. Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je trouve ça très agréable de pouvoir, du coup, sauter effectivement, d'une boîte de nuit. Alors, attention, j'y traîne pas non plus, qu'on me file pas d'étiquette d'une boîte de nuit de Saint-Domaso à me retrouver sur le porte-avions. Attention, voilà. Tu sais, c'est une époque où je le savais. Les tweets comportent peu de caractères. Les gars, je dois y aller, j'ai rendez-vous, je prends un avion pour aller à Ibiza. Je le savais, donc je vais rebondir de la boîte de nuit à sauter sur le porte-avions Charles de Gaulle, donc avec des militaires, de me retrouver effectivement aux Jeux Olympiques ou de continuer ce travail de news, ou de faire un portrait tout simple, enfin bref, ou de se chercher en faisant ma série KO par exemple, qui est quelque part une sorte de concept. Donc de quoi je pourrais me plaindre là-dessus ? Non, je suis à la rigueur, c'est peut-être, oui, mais si je dois avoir une petite fierté, c'est que j'ai ce plaisir de chercher dans tous les sens. Et en tout cas, tu as le mérite d'y être, en général, enfin, d'être là au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu prends la valeur parfois ou la dimension d'une photo que tu vas prendre ? Est-ce que tu te dis, tiens, ça c'est peut-être une photo qui va rester dans l'histoire, à défaut de toi laisser ton nom dans l'histoire en tant qu'auteur ? Non, alors ça, être au bon moment, au bon endroit, et je dis pareil, à l'emporte-pièce, j'ai plus loupé d'images dans ma vie que j'en ai fait de bonnes. Hein. Tu es très dur sur des images que tu as prises sur le mur de Berlin.
Oui, j'ai lu. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Mais pourquoi t'étais là au bon moment pour le coup? Ouais, oui, mais j'étais jeune, con, enfin ce que vous voulez. Mais non, en fait, c'est très simple. Moi, je fais partie de cette génération qui a effleuré la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né 15 ans après. Mes parents l'ont vécu. Mes grands-parents ont vécu 2 guerres. Et on est en pleine guerre froide. Pendant 20 ans, mes années de jeunesse, on me bassine la guerre froide. Et à l'école, les Russes peuvent être là en 72 heures. C'est très présent. J'étais à la campagne, on était, entre guillemets, j'exagère un peu, perquisitionnés pour aller à toutes les fêtes, le 14 juillet, le 8 mai 45, le 11 novembre et toute la clique, au Monument aux Morts, chanter la Marseillaise. Donc, il y avait quand même un truc, c'était très pesant, quoi. La guerre en Europe était plausible. Et Berlin, 89, novembre 89, je me retrouve sur le mur. Et là, je me dis, OK, il n'y aura plus jamais la guerre en Europe. Tu prends conscience et je plane à ce moment-là? Ouais. Alors, je me trompe, il y a eu après l'ex-Yougoslavie. Et là, elle est pas si loin que ça, mais elle n'arrivera pas. Ça, c'est une certitude. Personne, enfin, en tout cas, on sait très bien. Mais donc, je planais sur mon mur là-haut. Et j'ai pas été bon. J'ai fait une image à un moment qui est pas trop mauvaise, effectivement, celle où on voit l'ouverture. Et le reste du temps, quand je vois tous ces gens, toutes ces possibilités qu'il y avait de travail, mais au même titre que le reste de mon travail quand j'étais agencier, c'est que je passais mon temps, moi, à sauter d'un avion à un autre, et j'avais pas beaucoup de regard sur les choses. Et pour moi, aujourd'hui, quand je vois ça, c'est de la confiture à un cochon. Au même titre que beaucoup de mes autres petits camarades. On travaillait très vite, on ne travaillait pas dans le fond et on loupait beaucoup d'images. Mais moi, je sais que... Enfin, là, je parle pour moi, je sais que j'en ai loupé énormément. Alors aujourd'hui, tu évolues vers une photographie plus documentaire. En 2021, tu as mené un long sujet sociétal sur le sens d'être français, démarré en 2017 avec l'accord du ministère de la Culture. Toutes les photographies sont réalisées avec une chambre, ce qui fait évidemment écho aux propos de Raymond Depardon qu'on a entendu en début d'émission. Tu mets les moyens, comme il dit, en transportant tes chambres en haut des montagnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche plus lente, plus réfléchie? La chambre, oui, c'est une glissade. En fait, 24-36 au début, et puis, tiens, moyen format, l'Hasselblad en carré. C'est compliqué parce que ça casse tous les codes que tu as de cadrage, en fait. Tu passes à un carré. Et je me suis fait plaisir avec le Blad à travailler. J'ai fait ce livre sur la dernière mine de France en 2004, je crois, à 1000 mètres sous terre. Je suis descendu 4-5 fois avec ça, ce qui était... Aujourd'hui, on me dit tu vas faire ça, je dis n'importe quoi. Techniquement, c'est quasiment impossible. Bref. Je l'emporte sur le porte-avions. Je fais une série, les 20 ans à voir en France. Je fais donc les jeunes sur le pont d'envol. Et je l'emmène en Tchétchénie aussi. Et c'est amusant parce que cette série sur la Tchétchénie, qui n'a pas du tout eu de succès, en noir et blanc, donc, j'arrive à faire des expos aujourd'hui avec valeur de document, donc c'est assez intéressant. Et puis après, j'ai glissé sur le plus petit des grands formats, la 4.5, où j'ai fait ma série Sex Love avec, en pensant évidemment à Richard Avedon et son fond blanc. Et puis ensuite, j'ai glissé directement sur la 8-10. Là, je suis en train de toucher un peu le 11-14, mais bon, c'est juste pour s'amuser parce que c'est un peu encombrant quand même. Parce que la 8-10, effectivement, comme tu disais, je me la traîne en haut des montagnes. Bon, le sac fait 25 kilos. Et franchement, là, cette année, ça fait 3 ans que je faisais ça. Et cette année, je me suis dit, c'est n'importe quoi. J'ai repris la 4-5, puisque c'est le même ratio. Donc, ça se voit pas, à part que la 8-10, effectivement, on peut tirer encore plus long. Alors, le sac est toujours aussi lourd, mais je peux tout mettre dans le même sac, alors que l'autre, j'avais 3 sacs. Donc, c'était pas très facile pour marcher. Et pourquoi utiliser ce procédé? Qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers de ce format-là? En fait, c'est un autre rapport au temps? Alors, mon cher monsieur... Performance. Non, pas du tout. Non, c'est juste que c'est la différence.
Quand il y a des jeunes qui me disent qu'est-ce que vous attends, pouvez la me donner comme différence, conseil? oui, c'est tu fais du Ansel Adams finalement, quoi. Pas du tout, cher monsieur. Je répète. Je vais Explique-moi. expliquer. Je vais expliquer. Et donc, oui, quand un jeune me demande des conseils, je lui dis, écoute, il y en a deux, c'est faire différent et le travail. Tu bosses. Voilà, tu bosses tous les jours. Moi, je bosse mon œil tous les jours. Je suis venu en bus tout à l'heure, là. OK, et ben là, je compte jusqu'à 10 et à 10, je tourne la tête et je regarde sur la gauche, par exemple, et je regarde et je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme image là maintenant, tout de suite. Bref, donc tout ça se travaille. Et pour rendre hommage à Ansel Adams, je ne le fais pas parce que tout simplement, il l'a fait merveilleusement bien. Sauf que lui, bon, il faisait ça au bord de la route avec sa voiture. Bon, moi, je me traîne là-haut. Mais... Ou alors Edward Sheriff Curtis, si tu veux. Ouais, tout à fait. Et je mets du papier, du 3 ISO. Parce que j'en ai fait du film, j'ai essayé. Hein. C'est une facilité déconcertante. Le film négatif noir et blanc aujourd'hui, un Delta 100 de chez Ilford, un T-Max de chez Kodak, tu regardes, t'exposes bien. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a vraiment beaucoup de nuages, de la sombritude, si je peux dire, le darkness. Enfin bref, et quand il y a de la matière, tout simplement, c'est quand même mieux qu'un ciel bleu plat, insipide. Et du coup, le film noir et blanc, c'est magique. Tu regardes le truc, tu fais, waouh, c'est facile, quoi. Vas-y avec du papier noir et blanc. Là, c'est une autre chanson, là. Tu n'es vraiment pas sûr du résultat. Parce que d'abord, ça encaisse beaucoup moins bien. Et puis, c'est du 3 ISO. Donc, en général, c'est plutôt de la pose à la seconde, voire 2, voire 15, voire 30. Enfin, bref. Arthur disait performance, on n'est pas loin. Il y a une forme de défi quand même dans tout ça. C'est un défi, oui, parce qu'il faut faire différent. Parce que ça, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi, je le fais comme ça parce que les autres ne l'ont pas fait comme ça. Alors peut-être que ça s'est fait quelque part, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est la seule manière que j'ai de pouvoir intéresser. Alors, j'aime pas ce mot de spectateur, parce que on n'est pas un spectacle quand on va voir une expo sur l'Ukraine ou autre chose. Mais on ne peut pas dire non plus voyeur, parce que c'est péjoratif. Donc, je dirais peut-être regardeur. J'ai pas trouvé le bon verbe, le bon mot pour ça, mais... Tu seras trop même pour le dire, ça s'appelle des admirateurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui admirent ton travail. Bon, allez. Au revoir, monsieur. Voilà, merci d'être venu. Mais il y a un côté très ludique dans tout ça aussi, peut-être de transmission, à travers ces procédés que tu peux partager via des workshops, etc. Est-ce que ça participe aussi à l'emploi de ce genre d'outils ? Oui, ça marche très bien. C'est comme ça que je fais d'ailleurs le workshop, ça, avec du papier. Hein. On a la facilité de voir ça tout de suite. En plus, on peut développer avec une lumière rouge, donc les gens voient arriver l'image. Alors que si je leur fais du film aussi, hein, ils voient bien que dans le noir, bon, c'est pas pareil. C'est plus long, c'est plus compliqué. Mais puis c'est plus facile. Donc pourquoi aller vers la facilité ? C'est pas intéressant. Et là, on parle de chambre, on parle de temps qu'on n'a pas forcément tous connus. En tout cas, on pourra y toucher à nouveau et ça, c'est très intéressant. Mais tu bosses aussi, on l'a dit en tout début d'émission, avec du matériel un peu plus récent. Et est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars sur un terrain de conflit ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des focales fixes, des zooms, quel type de boîtier ? Comment tu gères ton équipement ? Alors en général, il y a 2 X Pro 3 avec l'équivalent en 24-36 d'un 35, 50, 70. Et j'ai au fond du sac un 28 au cas où, donc je me sers pratiquement jamais. Et puis aussi un autre petit télé, genre un 135, mais que je me sers pas. Ouais, très très peu, ouais, vraiment. Donc c'est soit ce sac-là, ou soit comme en Ukraine, où je suis parti avec le GFX 50 S2. Et là, j'avais pris un zoom tout simplement parce que je ne voulais pas avoir de problème sur le capteur avec de la poussière, la pluie, bien tout sûr, ça. ça, Et changer tout le temps d'optique, ce n'était pas envisageable. Voilà. Alors, on a évoqué ta persévérance, tes engagements. Ces valeurs, tu les mets en lumière également dans un autre domaine où tu te donnes à 100%. Ton fils Jules nous parle de cette passion pour le triathlon qu'il partage avec toi. On l'écoute.
Déjà, il faut savoir qu'avant de nous attaquer ensemble à la discipline du triathlon, on a partagé une autre passion qui était le golf. De manière assez rigolote, on s'y est mis par défaut du fait de faiblesses physiques qui nous incombaient à tous les deux en même temps. Et du coup, le triathlon, il vient dans un deuxième temps un peu comme une revanche aussi par rapport à cet effort qui est complexe, qui est très, très physique et qui nous semblait très éloigné malgré l'appétence que lui avait dans sa jeunesse pour les sports d'endurance et que j'avais commencé à avoir également. Donc ça a été une belle revanche de s'y mettre tous les deux. C'est moi qui ai passé le premier pas en 2015, assez rapidement suivi par papa. Et c'est une belle revanche, je pense, autant pour lui que pour moi, et de le faire ensemble, c'était une belle continuité par rapport au golf. Et puis d'avoir notamment pu accomplir le rêve de tout triathlète d'être Ironman pour lui l'année dernière. L'année de ses... Pas l'année de ses... Ah si, c'était l'année de ses 60 ans du coup. Tu es donc un homme de fer. Félicitations. Tu voles dans le ciel dans une armure. Tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement cette épreuve un peu légendaire là, de l'Ironman? Alors, le full, là, ce qu'on appelle le XXL, eh bien, c'est presque 4 km de natation et puis ensuite 180 km de vélo. Alors, à Nice, c'est bien parce qu'en plus, il y a de la montagne. Pourquoi faire simple? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et pour finir, un marathon. Ça fait une longue journée. Broutille, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de fer, comme vous, je ne sais pas si les gens le savent, mais au golf, on joue aussi avec des fers et ce qu'on appelait des bois avant. Et ça, je veux revenir là-dessus parce que c'est pareil, les gens sont des images de choses sur lesquelles je me faisais aussi, puisque j'ai eu des soucis, Jules le disait, de genoux, et je ne pouvais plus courir, plus aller en montagne, et ça a été une catastrophe. C'était un peu plus que mes 40 ans. Et donc, j'ai un ami, un très bon ami, il s'appelle Daniel Simon, qui est un grand photographe de l'agence Gamma. C'est lui qui a fait ces fameuses photos, entre autres, de Giscard avec son accordéon, avec Yvette Horner, Aimé, Aimable et tout ça. Voilà. Et donc, il me dit, allez, viens, je t'emmène au golf. Je dis, oh, ce truc de vieux, de bourgeois, enfin bref, comme toujours, des étiquettes ridicules en général quand on ne connaît pas les choses. Et je suis tombé dedans et j'ai emmené mon fils, qui est lui devenu un très bon joueur. Moi, je suis resté un joueur moyen. Et tout simplement, en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Et j'avais discuté avec un psychologue du sport qui me disait il est possible que le golf soit le sport le plus difficile à gérer. Au niveau mental? Mental. Ouais. Tout simplement parce que c'est très long, c'est 18 trous, c'est 4 heures, et la balle ne bouge pas. Donc, vous êtes responsable en tout. Un mauvais coup, c'est forcément vous. Et c'est très compliqué. Et en plus, c'est pas qu'un coup. En fait, il y a une multitude de coups. Alors, il faut frapper très fort, évidemment, le plus possible en rythme pour le départ avec ce qu'on appelle la masse, le bois. Hein. Et ensuite, il y a toute une multitude de coups autour du green, de finesse, de savoir, de technique. Il faut savoir jouer aussi contre le vent. Si on fait des balles basses, balles hautes, en draw, en fade. Donc, c'est extrêmement technique. Et biomécaniquement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et voilà, et avec Jules, nous sommes bien amusés. Nous n'étions pas des enfants très sages, si je peux dire, parce que nous avons un peu un caractère. Et ensuite, pour finir avec le triathlon, effectivement, Jules, un jour, je crois que c'était un repas de Noël, nous étions à table en famille, et il nous dit « Je vais me mettre au triathlon ». Et on éclate de rire avec, évidemment, sa mère et sa sœur. Et on lui dit, mais Jules, tu ne sais pas nager. Enfin, il nage comme tous les gamins, un peu comme ça. Tu vois. Il a dit, non, mais c'est bon. Et on continue de rire. Et il a dit, ça suffit. Et bien aujourd'hui, il est qualifié au championnat du monde. Il va à Hawaï cette année.
Voilà. Félicitations à Jules, s'il nous écoute. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique, par rapport dans ton quotidien? Parce que tu communiques aussi là-dessus, sur Instagram. Donc, ça fait partie un petit peu de ton monde, de ta personnalité. Et comment tu arrives à trouver le temps, à dégager le temps de faire tout ça? Bon, je vais faire encore une formule à un porte-pièce. C'est tombé à la période aussi où j'avais plus de boulot, quoi. J'arrivais plus à bosser pour la presse. Donc, quand même, grosse chute morale, faut dire ce qui est. Il reste quoi? La drogue, ça coûte cher, Il y a c'est beaucoup mal. d'alcool en général dans la profession. Il y a, ou l'alcool. Bon, moi, me réveiller avec la gueule de bois le matin, j'aime pas trop. Crise de foie, c'est pas très agréable. Ou le sport. Et ben voilà, je suis tombé dans le sport. Donc aujourd'hui, alors là, en ce moment, je suis un peu fatigué à cause de tout ce que j'ai fait en montagne plus l'Ukraine, mais en général, c'est entre 1 et 2 heures de sport par jour pour pouvoir arriver à un Ironman pendant 6-9 mois. Ouais. Alors c'est sûr que ça met de côté un petit peu la vie sociale, c'est compliqué à gérer au niveau vie de famille. Bon, les enfants sont grands, ils sont partis, donc j'ai plus de temps, mais sinon, c'est une défonce. C'est une défonce. Ça permet d'avancer. C'est comme pour la photographie, c'est de la défonce.